Bonsoir à tous. Et il n'est évidemment pas facile de prendre la parole après un témoignage aussi émouvant et en même temps, finalement, cela va donner sans doute beaucoup de perspectives à ce que je vais vous dire. D'abord, en tant que citoyen, je dois dire que je partage sans doute l'enthousiasme qui est le vôtre après tout ce qu'on a entendu ce soir, beaucoup de promesses d'espoir. Mais en tant que sociologue, puisque c'est à ce titre que je suis ici ce soir, j'ai nourri quelques craintes concernant ces innovations technologiques et en particulier la crainte que certaines d'entre elles rencontrent des obstacles, et des obstacles non pas technologiques mais des obstacles sociétaux. C'est-à-dire des craintes que l'on voit un peu partout dans l'espace contemporain, des croyances selon lesquelles ces enjeux technologiques constitueraient des dégâts pour la santé publique ou pour l'environnement, sans tenir compte nullement des bénéfices qu'ils pourraient apporter en termes d'intérêt général. Il faut dire que les croyances sont de vieux compagnons de l'humanité depuis toujours, superstition, religion, croyances magiques, idéologie politique et plus récemment donc croyances technophobiques ont toujours accompagné notre destin. Mais pendant un temps, on a cru que les progrès de la connaissance, l'alphabétisation remarquable des foules, l'augmentation du niveau d'études allaient faire reculer peu à peu l'empire des croyances et faire advenir ce que l'UNESCO a appelé, d'un mot peut-être un peu trop optimiste, les sociétés de la connaissance. Or, un coup d'œil, même superficiel, sur nos sociétés contemporaines arrive à nous convaincre que cet empire des croyances n'a pas du tout disparu. Rumeurs, légendes urbaines, théories conspirationnistes, ou simplement le résultat de certaines enquêtes qui nous montrent qu'un tiers de nos concitoyens européens croient que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre et non pas l'inverse. Certaines de ces croyances sont seulement distrayantes, comme celle qui a vu un démenti officiel de la Maison-Blanche pour expliquer que non, Barack Obama n'avait pas été téléporté en étant adolescent sur Mars. Mais certaines autres sont beaucoup plus inquiétantes pour nous rapprocher du sujet qui nous a réunis ce soir, comme celle, par exemple, qui contribue à la diffusion de certaines idées fausses concernant les vaccins. Et l'on voit ici ou là, en France, en Allemagne par exemple, un recul de la couverture vaccinale sur l'hépatite ou sur la rougeole, qui organise en quelque sorte pour les générations précédentes, les prochaines, des morts qui ignoreront qu'ils ont été les victimes de ces croyances inconséquentes. Donc au-delà de la distraction, ces croyances peuvent aussi avoir un impact sanitaire. Elles peuvent aussi poser des questions à l'exercice de la médecine. Alors l'histoire que je vais brièvement vous raconter ce soir, c'est celle tout simplement des nouvelles formes de crédulité qui se font en quelque sorte passer pour de l'intelligence. Car la première idée dont nous devons nous défaire est qu'il y aurait une corrélation en quelque sorte entre la diffusion de ces croyances et la bêtise, le manque d'éducation. Au contraire, un certain nombre d'études montrent qu'il y a une corrélation entre le niveau d'études et le taux d'acceptation de certaines croyances. L'astrologie, les pouvoirs de l'esprit. On recrute par exemple plus facilement aussi parmi les croyants dans le monstre du Loch Ness des individus appartenant à des catégories ayant un bon niveau d'études. C'est la même chose pour un certain nombre de porteurs, de donneurs d'alerte qui s'inquiètent de telle innovation technologique en biotechnologie ou des ondes ou des nanotechnologies dont on a parlé. Eh bien, ces donneurs d'alerte n'ont précisément pas la caractéristique d'être des individus dépourvus de diplôme. Alors, le problème se situe peut-être là, car une autre étude souligne aussi le fait que plus on croit savoir des choses sur un certain nombre de sujets, plus on se méfie des propositions, disons, ordinaires de la science. La science peut se tromper, bien entendu. D'ailleurs, l'histoire de la connaissance est aussi, vous le savez tous, un cimetière d'idées qu'on a crues vraies et qui se sont révélées fausses. Seulement, on peut trouver inquiétant qu'une société de demi-savants, d'individus se croyant porteurs d'un certain nombre de connaissances, se mettent à propos de tout sujet de défier la logique ordinaire de la science. Alors le problème se situe peut-être là, dans cette masse incroyable d'informations dont nous sommes en quelque sorte non pas les victimes, mais dont nous sommes les témoins. Songez que depuis le début des années 2000, il s'est créé plus sur la Terre d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, 150 exabits de données, ce qui est véritablement titanesque, étaient disponibles sur la surface terrestre. 5 ans plus tard, il y en avait 8 fois plus. Eh bien, ce qu'organise entre autres ce déluge d'informations, c'est évidemment un labyrinthe mental pour la plupart de nos contemporains. Comment s'y retrouver? Où est le fil d'Ariane? Est-ce que cette accession à l'information, qui est
porteuse évidemment d'espoir, elle aussi. Est-ce que cette accession va développer en nous l'esprit critique, un jugement équilibré? Dans certains cas, oui, mais dans beaucoup d'autres cas, non. Ce que cela excite, en fait, paradoxalement, c'est de très anciennes façons de penser. Prenons-en un exemple, le biais de confirmation. Le biais de confirmation est un invariant de la pensée humaine. C'est cette tendance qui nous caractérise tous, y compris moi qui vous parle, à aller chercher des informations qui vont confirmer des idées préétablies plutôt que des informations qui risqueraient de menacer certains de nos préjugés et de nos croyances. Nous sommes tous comme cela. Eh bien, plus il y a d'informations disponibles dans l'espace public, plus la probabilité de chance que j'en trouve au moins une qui corresponde à mes compulsions idéologiques en quelque sorte est grande. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de chercheurs ont mesuré qu'avec cet océan d'informations, eh bien, nous avions tendance à nous enfermer dans une position d'insularité mentale. Le biais de confirmation. C'est le cas en médecine, par exemple, lorsque, à partir de quelques symptômes, nous allons tenter de confirmer nos craintes les plus angoissantes. Et nous y parvenons toujours. En quelques clics, avec des sites pourtant bien faits, une rougeur indique immédiatement un problème cardiovasculaire ou un cancer. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de médecins me racontent qu'ils rencontrent aujourd'hui